L'idée, c'est de présenter effectivement nos travaux en psychologie. Alors, je précise toujours un petit peu la psychologie, parce qu'en France, on entend plutôt psychanalyste, maladie, pathologie, etc. Je ne travaille pas du tout sur les pathologies. Moi, je suis plutôt un scientifique qui travaille sur des mesures comportementales. Je suis un comportementaliste, en fait. Et cognitiviste, ça veut dire, en fait, comportement, en gros, pour le dire très simplement. Et depuis plusieurs années, en fait, effectivement, j'étais à Nice avant. J'étais à Nice en 1990, donc je suis resté 18-19 ans à Nice. Et depuis le début, je travaille effectivement sur les effets des écrans. Au départ, c'était des écrans cathodiques. Maintenant, on a des écrans plats. Sur les effets des écrans cathodiques sur les comportements de type lecture, résolution de problèmes, raisonnement, mémoire, etc. Alors, c'est un petit peu ce que je vais vous présenter. Alors, je n'ai pas de retour sur cet écran-là. Il va falloir que je me tourne. C'est un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, la lecture numérique, j'aime bien placer ce développement de la lecture numérique par rapport à l'axe des temps. Et vous voyez ici, vous avez à gauche 3400 ans avant Jésus-Christ, donc c'est le début de l'écriture, et bien sûr, la lecture, ça va avec. Et donc, on n'a que 5000 ans, en gros, de lecture. C'est très très peu dans l'échelle de l'humanité. Ce qu'il faut essayer de voir, dommage que j'ai pas de pointeur, c'est qu'en fait les marges de développement ou les différentes révolutions, que ce soit tout en haut on a l'échelle des supports, au milieu on a l'échelle des supports aussi, mais des supports de lecture en haut et puis des dispositifs au milieu, et tout en bas on a l'échelle des modes d'écriture. Ce que l'on peut voir, c'est que par exemple, si on prend le volumen, le papyrus, etc., le codex, le parchemin, chaque fois, ça dure des centaines d'années. Hein, c'est-à-dire que mon propos, c'est pas de faire un propos d'historien ici, c'est d'essayer de voir en fait comment les comportements se modifient ou s'optimisent au fur et à mesure du temps. Et ces supports-là, effectivement, notamment permettaient d'installer des comportements qui duraient pendant beaucoup de temps. Si on regarde le document électronique qui est sur la droite, en haut à droite, et l'écran, grosso modo, ça fait à peu près 30 ans. Si je le prends, si je date le début de l'ordinateur à 1980, ça fait à peu près 30 ans qu'on lit sur un écran. Alors, évidemment, en 1980, ce n'était pas les écrans qu'on a à l'heure actuelle. On n'avait pas non plus le réseau, le web, etc. Mais depuis une quinzaine d'années, notamment, maintenant, on lit beaucoup sur écran. Et la majeure partie, en fait, des écrits ne sont que sous forme électronique. Il y a très peu, maintenant, d'écrits qui ont une réalité physique, qui sont imprimés, qui sont sous forme papier. Donc, la question qui se pose pour des psychologues, c'est de se dire... Est-ce qu'en 30 ans, et on va voir justement les modifications, est-ce qu'en 30 ans, le cerveau, les comportements peuvent être modifiés ou peuvent être suffisamment adaptables à une révolution? J'ai souvent des difficultés pour dire révolution, mais en tout cas une évolution des systèmes d'écriture et de lecture, bien sûr. Et donc, toutes nos études visent plutôt à montrer que ces comportements peuvent être positifs dans certains cas, puis peuvent être aussi négatifs dans d'autres, mais qu'on n'a pas suffisamment pour le moment de retour, enfin de retour sur le temps et sur l'évolution cérébrale sur ces comportements de lecture. Alors vous voyez bien, c'est ce que je viens de vous dire. Depuis le XVe siècle, alors bien sûr le XVe siècle, c'est pourquoi j'ai pris le XVe siècle, parce que c'est l'invention de l'imprimerie, c'est Gutenberg. Et puis pendant des siècles, effectivement, il y a eu des tas de gens, souvent c'était des métiers de typographie, de maquettisme, de mise en page, etc., qui ne faisaient pas des expériences, mais qui, au fur et à mesure des connaissances, procédaient par essai-erreur, et essayer de trouver quelle était la meilleure lisibilité des textes. Et puis ils l'ont trouvé, en fait.
Maintenant, on sait qu'un texte sur un livre, sur un document, on sait à peu près comment il peut être lisible. La question qui se pose, c'est est-ce que les règles qui étaient données par des typographes, acquises au fur et à mesure des siècles, ces règles-là sont encore valides sur la lecture électronique, sur la lecture numérique. Et là, c'est là que le problème se pose, parce qu'un écran n'est pas du tout la même chose, ne représente pas du tout le même support que le papier. Alors, on voit bien donc ce que montre l'exemple du bas, c'est qu'effectivement, on a une foison maintenant de différents instruments qui reproduisent du texte, que ce soit des smartphones, que ce soit des ordinateurs, que ce soit des iPads ou autre chose. Chaque fois dans des formats différents, chaque fois avec des procédés différents. Je ne sais pas si vous avez vu pour les tablettes, vous pouvez augmenter, vous zoomer, vous passez les pages, etc. Ce n'est pas du tout exactement les procédés qu'on avait depuis des centaines d'années lorsqu'on changeait des pages, enfin tournait la page. Alors pour l'iPad, ils essaient de récupérer évidemment les mêmes comportements, mais on n'est pas sur des pages exactement, parce que l'information est justement non stable. On va le voir par la suite, tout peut bouger sur un écran électronique, alors que sur le papier, tout est vraiment fixé. Voilà. Alors là, c'est juste un exemple aussi, mais ça, vous devez le savoir. On a énormément, j'ai pris les chiffres que de 2004, je n'ai pas les plus récents. Vous voyez bien, le nombre de documents sur le web est vraiment sans commune mesure avec le nombre de documents physiques, le nombre de documents papier. On a actuellement, et vous le voyez peut-être chez vos enfants aussi, ou chez les adolescents, une quantité d'informations qui est énorme, qu'on n'avait pas, en tout cas à mon âge, qu'on n'avait pas quand on était jeune. Mais la question c'est, donc on a quasiment toutes, mais vous êtes, je crois, tous des bibliothécaires ou médiathèques, donc vous êtes bien sûr au courant de ça. La question qui se pose, c'est comme on a accès à toute cette connaissance, on va dire, du monde, est-ce que pour autant, donc on a une quantité énorme de connaissances, est-ce que pour autant on sait la traiter? Est-ce que pour autant on sait la rechercher? Est-ce que pour autant on sait simplement l'appréhender du point de vue cérébral? Et c'est là que le bas blesse, parce qu'effectivement on va s'apercevoir qu'on a effectivement avec des encyclopédies en ligne, des Wikipédia et autre chose, toutes les informations, où que l'on soit sur la Terre, d'ailleurs où qu'on soit, que ce soit au jardin ou que ce soit chez soi, mais ça va handicaper une autre, ça va développer de nouvelles stratégies, on va le voir par la suite, et au détriment souvent de stratégies qui étaient beaucoup plus profondes, des stratégies notamment de lecture profonde, qui nécessitaient et qui demandaient en fait une compréhension plus forte. Alors, les principales différences qu'il y a entre un écran et du papier, ce sont ces 4 dimensions, là, la lumière. Alors, lumière, bien sûr, parce que quand on est sur papier, c'est la lumière extérieure, que ce soit le soleil ou que ce soit des lampes, qui permet d'éclairer le texte. Lorsqu'on est sur un écran, si vous supprimez toute lumière, vous y voyez encore sur l'écran. Donc c'est ce qu'on appelle le rétroéclairage. Alors vous allez me dire, maintenant il y a d'autres choses, effectivement on va le voir par la suite, il y a d'autres moyens qui ne sont pas du rétroéclairage, qui sont les fameux Kindle, etc., que vous connaissez, qui sont des procédés à encre électronique, qui sont d'ailleurs d'un point de vue lisibilité très très bons. Alors ça c'est un vrai problème, le rétroéclairage, parce que en fait on a vu que ce rétroéclairage, c'est un peu comme si on vous envoyait dans l'œil des photons, enfin je veux dire des ensembles de particules lumineuses, un peu comme un projecteur, c'est ce que je reçois en ce moment-là. On vous envoie dans l'œil, et puis au bout d'un certain temps, cet œil-là, bien sûr ça fait pas mal, hein. Bien sûr, on n'a pas l'impression qu'il y a une agression de l'œil, mais au bout d'un certain temps, ce rétroéclairage en fait, perturbe énormément la vision. Actuellement, je ne sais pas si vous savez, mais on a un développement de métiers de type optométriste. C'est pour une bonne raison.
C'est pas simplement parce que le soleil il a changé, parce qu'on est au réchauffement climatique et du coup il serait plus chaud. C'est parce qu'une grande partie des problèmes que l'on a, donc l'optométriste il essaie de réparer, on va dire, la mécanique oculaire, donc il fait faire des mouvements des yeux, il vous dit fixez ici, etc., etc. Et cet optométriste là, effectivement, ces difficultés proviennent principalement à l'heure actuelle de la vision sur écran. Moi, je me rappelle avoir travaillé sur un contrat européen il y a une dizaine d'années, sur des personnels qui travaillaient sur écran, mais c'était des écrans cathodiques. Alors on avait d'autres problèmes sur les écrans cathodiques, c'était les écrans qui avaient une fréquence de rafraîchissement, vous savez, une fréquence de balayage qui était assez perturbante. Et ce personnel-là, en fait, c'était un contrat européen parce que les gens se posaient la question pourquoi il y avait autant d'absentéisme pour les personnels qui travaillaient sur les écrans. Et en fait, que ce soit des secrétaires, que ce soit des employés, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des informaticiens, etc., enfin toutes les personnes qui travaillaient pendant 6-7 heures, pendant des années sur un écran, au bout d'un certain temps, ils avaient des vrais problèmes oculaires. C'était pas simplement, c'était des migraines, c'était des conjonctivites chroniques, c'était vous voyez, flou, c'est ce qu'on appelle de l'asténopie. Et puis, dans les cas extrêmes, ça provoquait de l'épilepsie photosensible. Et en fait, on s'est aperçu que c'était vraiment cet aspect-là de fréquence de balayage, alors qu'on n'a plus ici, mais on a toujours quand même ce rétroéclairage, cette fréquence de balayage-là que l'on avait sur les écrans cathodiques qui provoquait ces problèmes visuels. Deuxième élément, je vais peut-être aller plus vite, parce que sinon je ne ferai pas tout. Les modes de présentation, c'est statique versus dynamique. Sur le papier, évidemment, les mots sont toujours à la même place, ils ne bougent pas, ça c'est évident. Et ça, c'est une grosse différence avec les mots, parce que c'est le même texte, on pourrait lire le même texte sur un papier que sur un écran. Sauf que sur écran, vous avez la petite barre de scrolling, en vertical, en horizontal, qui déplace en X et Y, etc. Et la position d'un mot va varier sur l'écran. Et là, on va voir que ça, c'est très perturbant. On va voir par la suite. Donc ce dynamisme-là, qui peut être intéressant pour certains documents, notamment de type hypertextuel, des hypertextes, dans le cadre d'une mémoire qu'on appelle une mémoire spatiale, on va le voir par la suite, c'est perturbant. Type de lecture linéaire, non linéaire, ça vous connaissez les hypertextes, des textes où on a des liens, on clique sur le lien, etc., qui nous renvoie sur un autre texte, etc. Notre façon de présenter. Et dernière partie, lorsqu'on est sur un livre, effectivement, les sources d'information, c'est le texte et des images ou des graphiques. On n'a pas le son, on n'a pas la vidéo. Maintenant, on a du son, de la vidéo. C'est bien, on peut dire c'est même mieux, du coup, pour certains, notamment pour certains documents d'apprentissage, pour les documents scolaires, universitaires, etc. Mais quelquefois, est-ce que c'est bien d'en avoir trop ? Et là, on va voir que s'il y a un peu trop redondance d'informations entre le texte, l'image, la vidéo, etc., ça détruit quelque part un peu la compréhension. On va le voir par la suite. Alors, regardez un petit peu ce que l'on fait. Quand on compare, notamment ici, on mesure, nous, on est des comportementalistes, comme je vous le disais. Donc, on mesure ces comportements. Et la meilleure façon de mesurer, notamment la lecture, c'est d'enregistrer avec certains appareils qu'on appelle des oculomètres en français, c'est des mesures oculaires, c'est de mesurer les mouvements des yeux. Et regardez, lorsque on lit un texte classique, ce qui se passe, on voit un petit point bleu, c'est la position de l'œil du lecteur. Alors il lit de gauche à droite, de haut en bas, etc. Donc nous, on mesure chaque fois ces points bleus qui s'appellent des points de fixation. Et là, c'est vraiment très simple au niveau des mouvements des yeux. On a des points de fixation, et ce qu'il y a entre les points de fixation, ça s'appelle des sauts ou des saccades. Donc on n'a que deux mots, saccades sont les sauts, et les points de fixation, c'est les fixations. Vous avez vu, il lit de gauche à droite, de haut en bas. Et ça, c'était une revue Science et Vie, exactement la même, mais en 1990. Alors vous allez me dire, c'est pas sexy, il n'y avait pas trop de couleurs, etc. On est bien d'accord. Voilà maintenant la même revue, sous forme
Internet. Vous voyez, la lecture, là, elle est beaucoup plus... Excusez-moi. Elle est beaucoup plus erratique. Et là, le lecteur, en fait, va basculer souvent d'un bloc de texte à l'autre, parce que c'est la présentation souvent des magazines ou des journaux. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va pour autant mémoriser l'information d'un bloc de texte à l'autre, sachant que souvent ces blocs de texte n'ont pas de liaison entre eux, de liaison sémantique. Alors, voilà les ocuomètres les plus simples qu'on a, ce sont, on porte des lunettes, et puis c'est vraiment très, très facile à mesurer. Le système coûte un peu cher, mais c'est très facile à mettre en place. On a aussi de grosses différences, mais ça c'est indépendant de la lecture sur écran. Mais on va voir que la lecture sur écran accroît ces différences. On a de fortes différences dans le niveau de lecture ou dans la vitesse de lecture. Voilà les 3 catégories en fait de vitesse de lecture, grosso modo, qu'on comptabilise par mot par minute. Vous l'avez donc sur les côtés là. Ce que l'on voit, les points bleus, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, ce sont les fixations. Vous pouvez voir que le lecteur rapide fait très peu de fixations, c'est exactement le même texte. Très peu de fixations comparé au lecteur lent. On a des lecteurs qui sont encore plus lents que les lecteurs lents. Mais là, on touche à la pathologie. Ce sont des dyslexies. Le dyslexique, il en fait carrément 50 mots par minute. C'est-à-dire que quand il va faire une fixation, maintenant vous connaissez le vocabulaire, quand il va faire une fixation en avant, c'est-à-dire de gauche à droite, on lit bien de gauche à droite, en avant, il va en faire une autre en arrière. Donc quasiment, il n'avance jamais. Et du coup, il va multiplier. Si je vous présente ici la lecture d'un dyslexique, quasiment tout sera bleu. Et de notre côté, on a une étendue très très large parce que on a le dyslexique qui est la pathologie ou les pathologies de la lecture. De l'autre côté, j'ai eu un cas une fois dans mon laboratoire, c'est un lecteur prodige qui prenait une feuille A4 avec du texte, etc. Faisait pof, 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 4 fixations, tournait la page, 4 fixations, tac, tac, comme on a les mémoires prodiges. J'en ai eu qu'un en 30 ans. Et ça, c'est vrai que... Alors vous allez me dire, souvent la question c'est, justement, est-ce qu'il comprenait de la même façon que les autres, ou que vous, moi, qui lisez chaque ligne? Effectivement, il comprenait de la même façon. Donc ce que je veux vous montrer par là, c'est que la variabilité des comportements de lecture est vraiment très très large. C'est vrai pour le papier, c'est encore plus vrai sur écran. Voici un exemple. Vous voyez ces petits points ici, là-haut? En fait, ce sont les yeux, mais de plusieurs sujets, de plusieurs lecteurs. Et quand ils lisent ce texte, on les a tous mesurés en même temps. Vous voyez, il y en a qui vont lire, qui sont encore sur la première ligne, alors qu'il y en a un qui est déjà sur la 3e ligne, etc., etc. Alors, celui qui est d'ailleurs qui est en avance, il n'est pas toujours en avance du point de vue de la compréhension, parce que si on regarde bien son point, la couleur il revient, il relit. Alors, il y en a même un à la fin, on va le voir. Il insiste lourdement, il n'a vraiment pas compris. Et il va rester tout seul, il va relire tout le texte. Évidemment, après, on leur pose des questions. Est-ce que vous avez compris? Et ils ont compris. Le dernier, il a évidemment compris comme le premier, sauf qu'il a multiplié, il a peut-être relu 3 fois, quoi. Alors, si on rentre maintenant dans le détail, pourquoi est-ce qu'on a tous ces comportements qui sont différents, notamment sur la lecture électronique? Quand on fait de la recherche sur la lecture, on considère 3 niveaux. Il y a 3 niveaux qui sont sur la diapositive. D'abord, le niveau de ce qu'on appelle la visibilité. C'est comment est-ce qu'on détecte des lettres, parce que pour voir des mots, pour lire, évidemment, il faut déjà détecter les lettres.
D'habitude, ça ne pose pas problème sur le papier, ça, parce que la visibilité elle est toujours très bonne. Justement, c'est les fameux typographes qui ont donné les règles empiriques pendant des années. C'est plus vrai sur écran. Quelquefois, la lisibilité n'est pas bonne, à moins que... C'est vrai que sur papier, on me donne toujours l'exemple du papier d'assurance où il y a toujours en petit la petite clause qu'il faut lire parce que sinon on ne remplit pas les règles. Mais ça, d'accord, d'ailleurs, c'est bien une bonne volonté justement de ne pas rendre lisibles les informations. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la reconnaissance des mots. Une fois qu'on a détecté les lettres, il faut également reconnaître les mots. Et un troisième niveau, c'est une fois que ces mots ont été reconnus, c'est-à-dire identifiés, c'est-à-dire accédés au sens, c'est la compréhension du texte. Et ce que l'on sait, c'est qu'un texte, ce n'est pas simplement des mots qui le composent. La compréhension de texte, c'est beaucoup plus que la somme des mots qui le composent. C'est quelque chose en plus. On va voir ce que c'est cette chose en plus-là. Et là-dessus, justement, la multimodalité qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'avoir de la vidéo, des sons, etc., rajoute quelquefois du bruit à cette compréhension. Vous voyez les yeux ici ? Voilà ce qui se passe lorsqu'on filme les yeux, lorsqu'on mesure les mouvements des yeux. En fait, on n'a qu'une petite partie de l'œil qui est vraiment très visible, qui a une très très forte acuité visuelle. Cette partie de l'œil, on va la voir ici, sur cette diapo. On a ce qu'on appelle une partie qui s'appelle la vision fovéale, qui est une petite partie de la rétine, qui est vraiment au centre carrément, c'est en fait la projection de l'axe optique sur la rétine, qui correspond à une toute petite partie de la rétine, et qui correspond à la lecture en gros à 4 lettres, pas plus. C'est-à-dire qu'on voit très nettement 4 lettres. C'est pas comme une caméra, un ingénieur pourrait en fait être vraiment pas content de l'œil s'il avait fabriqué ça, parce qu'il pourrait se dire ici, si je filme toute l'audience, je n'ai pas besoin de faire peut-être un mouvement de caméra pour avoir l'autre partie, mais si j'avais un grand angle, je prendrais tout le monde, et ça serait aussi clair en haut à gauche qu'en bas à droite. L'œil ne peut pas faire ça. L'œil, il a toujours besoin, c'est pour ça qu'on fait des mouvements des yeux, c'est pour déplacer cette petite partie fovéale sur l'endroit que l'on veut vraiment traiter. C'est à partir de ce point-là, fovéal, que l'information vraiment précise est perçue. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est aveugle, bien sûr. Quand je regarde la chaise, je vois qu'autour, il y a aussi des gens. Bien sûr, c'est évident. Mais cette vision-là, elle est beaucoup moins claire. Et on le voit ici, par exemple, sur la lecture. Au fur et à mesure que l'on s'écarte de la vision fovéale, on est de plus en plus flou. C'est ce qu'on appelle la vision périphérique ou parafovéale. Alors, pour quelle raison ? Simplement que, et ça vous devez connaître ça fait appel à des connaissances que l'on a souvent au niveau du lycée. La rétine, elle est composée de 2 types de cellules rétiniennes qui sont les cônes et les bâtonnets. Ça vous rappelle quelque chose peut-être ? Les cônes, c'est cette vision fovéale, c'est une vision des couleurs, d'une discrimination fine, vision diurne, donc vision de jour, alors que les bâtonnets, c'est l'inverse. Vision noir et blanc, vision des mouvements et vision nocturne. Comme je vous le disais, on a aussi donc autour de cette fovea toute une zone qu'on appelle l'empan visuel. Cette zone-là, vous voyez, elle est plus large sur la droite que sur la gauche. Qu'est-ce que c'est cette fenêtre-là ? C'est une fenêtre. En fait, c'est une fenêtre attentionnelle. C'est une fenêtre dans laquelle le cerveau peut prendre l'information sans qu'elle soit précise, mais quand même qui va influencer sa lecture ultérieure. Pourquoi est-ce qu'elle est asymétrique ? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle est plus large sur la droite que sur la gauche ? Parce qu'on lit de gauche à droite. On a fait des études en hébreu, en arabe, évidemment c'est l'inverse. En chinois, en graphie verticale, on a effectivement une asymétrie, mais en verticale. C'est simplement que le cerveau, il essaie chaque fois de s'adapter à une situation nouvelle, à un environnement nouveau, à une activité. La lecture, c'est une activité qui a été acquise par l'humanité. Elle
elle n'est pas codée génétiquement. Et donc, il a essayé d'optimiser le plus possible la position des fixations et surtout la taille des saccades. Et donc, il sait que les saccades, ici, quand on lit du gauche à droite, on a plus tendance à effectivement essayer de pré-traiter, de deviner, si vous voulez, ce qui va arriver à droite, qu'à gauche, évidemment, on l'a déjà lu. Alors, ce qui est marrant sur ces études-là, sur l'empan visuel, c'est quand on mesure, par exemple, des personnes qui sont parfaitement bilingues, mais je dis, par exemple, hébreu français ou hébreu anglais, peu importe. Donc, des gens qui lisent dans les deux graphies, gauche-droite, droite-gauche, ils n'ont plus d'asymétrie. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'ils pourraient avoir une asymétrie droite pour le français, une asymétrie gauche pour l'hébreu? Non, ça, c'est pas possible. Le cerveau, là, surtout l'œil, là, il ne s'adapte pas à ça. Et en fait, ils ont une asymétrie qui est plus asymétrique du tout, qui est symétrique, c'est-à-dire qu'ils ont presque autant de taille à gauche qu'à droite. Mais ils s'adaptent de cette manière-là. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences donc, sur l'écran, et notamment sur les écrans rétroéclairés? Donc, vous les avez sur la diapositive. L'empan visuel, cette fameuse fenêtre. Alors, l'idée, c'est que plus la fenêtre est large, bien sûr, mieux c'est. Cette fameuse fenêtre, en fait, diminue avec le contraste, avec l'emplacement entre les lignes et entre les caractères, et puis avec les colonnes, notamment. Lorsqu'on lit un journal, ce sont des petites colonnes. C'est souvent plus difficile de lire sur des petites colonnes que sur des lignes qui ont au moins 50 caractères de long. Ah bon, on a tout, hein. Alors, tout ça, ce sont des contraintes sur le système visuel. Et ces contraintes sur le système visuel, elles ne sont pas innocentes. Elles ont une conséquence. La conséquence, c'est ce que je viens d'afficher, c'est-à-dire une fatigue visuelle. Et le CVS, c'est ça, le CVS, c'est ce qu'on appelle le Computer Vision Syndrome, c'est-à-dire le syndrome de vision sur ordinateur. Et vous voyez ici les symptômes de ce syndrome. Sécheresse de l'œil, asthénopie, donc la vision floue, fatigue visuelle, maux de tête, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce SVO, en fait, affecte 90% des personnes qui passent plus de 3 heures sur écran. C'est quasiment tout le monde, en fait. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il y a ce renouveau de ce métier qui s'appelle l'optométrie, parce qu'on a notamment, quand je parle d'écran, c'est aussi la télévision, hein, bien sûr, tout ce qui est écran rétroéclairé, parce qu'on a notamment beaucoup de tension, beaucoup de pression sur ce système visuel dû à cela. Alors, pour la télévision, je ferai quand même une parenthèse. C'est d'autant plus vrai ce que je viens de dire qu'effectivement, on est obligé de focaliser son attention, ce qui est exactement le cas sur de la lecture. Sur l'écran, quand on regarde un film, on focalise beaucoup moins son attention. On peut focaliser son attention sur le personnage dans un film, etc., etc. Mais c'est nettement moins important du point de vue ressources cognitives que la lecture. Et c'est vrai que, mais par contre, lire sur un écran, quand on travaille sur écran, ça arrive souvent, que ce soit sur un traitement de texte, que ce soit des documents qui arrivent, des formulaires ou autre chose. Et là, 3 heures sur écran, ça peut provoquer, mais là aussi, la variabilité individuelle est très très grande. Hein, des gens ne vont pas rien ressentir toute leur vie, puis d'autres, au bout de 5 ans, 6 ans, ils ne pourront plus travailler sur écran. Alors, bon, pour passer très très vite là-dessus, la lecture, bien sûr, c'est en fait ce que l'on sait, nous, c'est que la lecture, il y a deux composants, la composante attentionnelle et la composante perceptive. Si je représente ça de cette manière-là, ici, c'est la composante perceptive, ce sont les yeux, je fixe ça, je fixe le mot cheval, et puis j'ai l'attention qui est au même endroit. Hein, quand je lis le mot cheval, mon attention elle est sur cheval, à moins que je pense à autre chose, hein, mais ça peut arriver. Et donc, ce qui va se passer quand je suis vraiment à fond dans mon texte, c'est qu'à un moment, l'attention va se déplacer, et quand l'attention se déplace, c'est le signal pour que l'œil se déplace. Et ça marche comme ça. Ils ne sont pas couplés les uns avec les autres.
Et mon attention est toujours en avant du regard. Il y a un autre effet. Lorsqu'on lit, statistiquement, disons en moyenne, l'œil tombe au milieu du mot. C'est un centre de gravité, c'est obligé, c'est le plus simple, c'est le plus pratique, c'est le plus optimal pour acquérir l'information. On le voit ici, c'est ce qu'on appelle la position optimale de fixation. Donc quand je lis, la lecture électronique suppose une adaptation, je fais une fixation sur lecture, et je vais faire une autre fixation à peu près au milieu sur électronique. Quand je force le trait, vous voyez la lecture électronique en bas, bien sûr là j'ai forcé le trait, mais c'est quand même ce qui se passe en gros sur un écran. Voilà ce qui va se passer. Je fais une fixation sur lecture, et puis la seconde fixation, elle ne va pas arriver au milieu, elle va arriver au début. Et au début, je ne peux pas prendre l'information, parce que vous rappelez-vous, j'ai que 4 caractères. Électronique, c'est un mot quand même qui est assez long. Donc il faut que je fasse une seconde fixation pour aller prendre exactement la même quantité d'informations. Donc je vais multiplier les prises d'informations pour la même quantité. Ça, cela explique le pourcentage qui est au-dessus, c'est-à-dire que 25% de temps plus long pour lire le même texte sur écran que sur papier. Alors on est très très efficace. Là, c'est ce qu'on a pu mesurer au fur et à mesure des années sur la lecture. Regardez, pour reconnaître Léa, pour reconnaître des lettres, on est vraiment très très efficace. On peut reconnaître ça en un quart de seconde, en 200 millisecondes. On est tellement efficace, regardez, on est capable de lire ça. Vous connaissez tous cet exemple-là ? Il ne pose pas tellement de problèmes pour la lecture. On s'adapte à ça. Alors bien sûr, toutes les lettres ne sont pas randomisées parce qu'on garde la première et la dernière lettre de chaque mot. Hein, parce que je vous assure que si on change vraiment la première et la dernière lettre, c'est plus lisible. Mais pour dire simplement que quand on est devenu lecteur expert, ce n'est pas le cas pour le cours préparatoire. Hein. Si vous donnez ça à lire à des enfants au CP, ça ne va pas marcher. Hein. Mais pour des lecteurs experts tels que nous sommes tous ici, ça ne pose aucun problème parce que du coup, on ne va pas détecter les lettres. On va détecter plutôt une forme globale du mot. Et si la forme globale du mot, elle correspond à ce que l'on a, nous, dans notre cerveau, dans notre modèle mental, on va reconnaître ça très rapidement. Regardez ici, est-ce que vous aviez vu qu'il y avait 3 erreurs ? Ce château, ce n'est pas EAU, c'est EOU. Ce château fort est un lieu. Le 1, c'est pas UN, c'est VN, etc. Bon, bref. J'ai modifié simplement, parce que là, la typographie le permet, j'ai modifié simplement certaines lettres, mais ça ne pose pas tellement de problème parce que, là, encore une fois, on va lire de manière globale. Est-ce que vous savez lire ça ? Ça, c'est difficile. Par contre, si je rajoute l'autre partie, c'est bien mieux. D'accord ? Donc, on voit là aussi, il y a une sorte de sélection de l'information. On ne va pas lire le bas, parce que le bas, pourquoi ? Parce que tout est aligné. Tandis que le haut, le haut, il y a ce qu'on appelle des ampes supérieures, des H, des L, etc. Et ça va définir une sorte de signature du mot. Et c'est cette signature du mot, cette forme du mot, que l'on reconnaît en premier, avant bien sûr le sens, avant tout ça. Hein. C'est comme ça que la lecture se passe. Ah oui, la fameuse, les scrollings dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez ici, j'ai simulé simplement un scrolling. Je me déplace avec ce petit ascenseur sur la droite pour continuer mon texte. Si je prends le mot là qui est imprimé en gras, l'imprimerie, vous voyez bien qu'en termes simplement de coordonnées spatiales x et y, il n'est plus toujours à la même position. Vous allez me dire, on s'en fiche. Le cerveau, il ne s'en fiche pas, quoi. Parce que dans 20% des cas, dans la lecture, on revient sur du texte. Soit pour contrôler une information, soit parce qu'on n'a pas compris quelque chose, soit parce qu'effectivement, on a besoin de vérifier un contenu global. Et quand on utilise justement ce procédé du scrolling, quand on revient sur une information, on s'aperçoit que l'information qu'on recherche n'est plus à la même position. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a vu des stratégies. Dans la lecture sur papier,
souvent le sujet, il refait une saccade, pof, directement sur le mot. Tout de suite, il a retrouvé, et puis il revient ensuite à la phase initiale. Mais là, il ne peut pas le faire parce qu'on a fait jouer ce petit scrolling, et du coup, le mot, il n'est plus à la même position. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les lecteurs, ils relisent tout pour retrouver l'information. Alors, c'est assez marrant parce qu'ils le relisent. Souvent, on a fait des expériences avec des enfants. Ils relisent soit à partir du début du paragraphe, soit donc dans le bon sens, de haut en bas, soit ils relisent dans l'autre sens, c'est-à-dire ils partent du point du départ, et puis ils relisent en remontant jusqu'au mot qu'ils cherchent, en fait. Mais c'est, là aussi, encore une fois, c'est du temps. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire spatiale des mots. Et cette perturbation de la mémoire spatiale est induite notamment par ce procédé de lecture. Ah oui. Un autre effet, c'est l'effet de ce qu'on appelle de l'organisation des informations. Et alors là, je vous ai présenté un étal de marché. Vous allez me dire, bon, ben ça, on connaît ça, bien sûr, parce que c'est évident pour vous qu'on ne va pas mélanger les pommes, les oranges et les autres fruits. Mais ça correspond en fait à une capacité, on va dire, naturelle de l'être humain ou du cerveau. C'est-à-dire, c'est de ranger ensemble ce qui va ensemble. Pour faciliter la recherche, si je mélange des oranges, des pommes, etc., évidemment, ça va être plus difficile d'aller trouver des pommes au milieu des oranges, etc. Mais là, on le fait ça naturellement, du point de vue de la vie réelle. On fait ça exactement pareil sur la lecture. C'est ce qu'on appelle les lois de la Gestalt. La Gestalt, ce sont des psychologues qui ont travaillé là-dessus dans les années 1920-1930, et ils ont trouvé qu'il y avait des règles de vision. Les règles de vision, j'en ai présenté certaines ici. C'est de montrer par exemple la règle de proximité. Si je vous demande de décrire ça, soit vous me dites il y a 6 traits verticaux, soit vous me dites il y a 3 colonnes ou 3 paires de colonnes. D'accord ? 3 colonnes plutôt. Parce que vous avez regroupé les informations. C'est exactement pareil pour la clôture, là, le dernier. Vous allez me dire il y a un cercle et un carré. Pourtant, ce n'est pas la définition mathématique du cercle et du carré. Un cercle, il n'y a pas un trou, un carré, il n'a pas un trou dans un des côtés. Mais tout ça, c'est parce que vous avez votre connaissance et automatiquement, vous appliquez la connaissance. Et encore une fois, c'est un réflexe. Enfin, c'est automatique. C'est-à-dire que vous ne pensez pas à ne pas le faire, quoi. Alors, quelles sont les conséquences ? Regardez cette information-là. Vous voyez, c'est un peu difficile à lire si on recherche une information sur un site web de ce type-là. C'est aussi difficile à lire quand maintenant on a des façons de présenter l'information qu'on appelle en trimap, c'est-à-dire en carte, on va dire hiérarchisée, en carte en arbre. Regardez l'information de ce type-là. Ça existe sur Internet, je l'ai pris sur Internet. Qu'est-ce que c'est ? C'est une présentation nouvelle de l'information, disant où il y a un code de couleur et un code de taille. Plus l'information est importante, plus la taille va être importante. Et puis après, en fonction du thème, si c'est de la nature, l'environnement, l'économie, la politique, etc., on aura une couleur différente. C'est pas facile à retrouver une information. Surtout, imaginez que c'est dynamique. En plus, ça change au fur et à mesure. Quand c'est de la vidéo, c'est encore plus difficile. Donc, faut se méfier là aussi de toutes ces nouvelles technologies où on va vous dire, bah oui, j'ai des nouvelles façons de présenter. C'est très bien d'un point de vue des informaticiens. Moi, j'en vois tous les jours des informaticiens. Ils ont toujours inventé un nouvel algorithme, nouveau procédé qu'ils veulent mettre à la disposition d'un utilisateur quelconque. Sauf que nous, le cerveau, encore une fois, il est comme celui de 3500 ans avant Jésus-Christ. Il n'a pas évolué du point de vue de la perception visuelle. Il n'a pas évolué du point de vue de la Gestalt, c'est-à-dire de la ségrégation des informations. On a développé des connaissances, on en sait plus, on a développé des stratégies, mais de ce point de vue-là, on appelle ça de bas niveau, de point de vue perceptif, ça, on ne sait pas faire. Voilà un exemple justement de Gestalt. Quand on essaie de créer une interface, vous voyez l'interface de gauche et l'interface de droite. Si je sors uniquement, sans mettre les informations, uniquement la taille des blocs, vous voyez bien que le bloc de droite, là, enfin la page de droite, les blocs sont de différentes tailles et arrangés un peu aléatoirement. Tandis qu'à gauche, ils ont fait un effort, les
les développeurs, ils ont rangé les blocs plutôt en fonction de leur taille. Eh bien, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, sans regarder les informations, sans regarder les mots, etc., ben, je sais que mon interface de gauche, elle est plus lisible, elle est mieux perçue que mon interface de droite. Ça, c'est simple application des lois dont je parlais tout à l'heure, des principes de Gestalt. Ah oui, on a des effets aussi en fonction de la culture. Imaginez que vous regardiez ces deux images, une avec un avion et une avec un tigre. Eh bien, ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on regarde, par exemple, et lorsqu'on compare des Américains, enfin donc on va dire des Occidentaux, parce que ça serait pareil pour nous, des Occidentaux versus des Asiatiques, on ne va pas regarder la même chose. Faire un débat idéologique ici. Les Occidentaux, ils sont beaucoup plus focalisés sur les objets. C'est exactement l'inverse pour les Asiatiques. Ils sont beaucoup plus focalisés sur le fond que moins que sur les objets. C'est-à-dire que quand on regarde, encore une fois, quand on filme leur mouvement des yeux, on va s'apercevoir qu'ils fixent bien sûr les objets, mais ils fixent aussi tout le fond, tout le cadre derrière, tout le contexte. Alors que les Occidentaux, ils vont regarder l'objet. Alors, encore une fois, on ne fait pas un débat idéologique là-dessus, mais c'est le principe, c'est un principe plus analytique chez des Occidentaux et plus, on parle holistique, donc général, chez les Asiatiques. Ça, pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, tous les produits numériques, que ce soit des logiciels, que ce soit des documents électroniques, etc., eh bien, ils devront tenir compte de ça. On ne pourra pas faire la même interface iPhone, par exemple, ou iPad, pour le marché chinois que le marché français ou le marché anglais. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Bon, ça va, alors j'ai encore le temps. On arrive ici sur la compréhension. La compréhension de ce texte-là. Alors, ce que l'on sait dans la compréhension, c'est que, certes, par exemple, admettons que vous fixiez ce mot comportement. Vous accédez au sens de ce mot, tout le monde sait ce que c'est le comportement. On n'a peut-être pas tous une définition complète, mais en tout cas, on sait ce que c'est. Eh bien, on accède au mot que l'on fixe, mais on va surtout essayer de relier le sens de ce mot avec le sens de la phrase dans laquelle il se trouve. Et puis on va relier le sens de la phrase dans laquelle il se trouve avec le texte dans lequel il se trouve. Tout ça, c'est des liaisons. Texte, d'ailleurs, en latin, ça vient de textus, qui veut dire tissu, qui veut dire, ça a donné texture aussi d'ailleurs, hein, qui veut dire tissage. Et un texte, c'est quoi? C'est un tissage de liens entre des mots, entre des phrases, entre des paragraphes. Et si on n'arrive pas à faire ce lien, eh bien on ne comprend pas. C'est aussi simple que cela. On ne comprend pas. Et pourquoi on ne comprend pas? Là, pour le moment, j'ai fait que 3 liens. Le mot, la phrase, le paragraphe. Et il manque une donnée essentielle. Parce que si avec ça, croyez-moi, sur ordinateur, on saurait déjà faire des programmes qui comprennent aussi bien que vous et moi. Mais il manque ça. Il manque la mémoire humaine. C'est-à-dire que bien sûr, il y a la mémoire, il y a le disque dur. Mais sauf que on ne sait pas représenter cette mémoire humaine dans un ordinateur, sur un disque dur. Pour le moment, en tout cas. Et ça, c'est le point important parce que c'est toutes ces connaissances individuelles qui vont être projetées sur un texte. On peut lire tous le même texte, on va tous le comprendre puisqu'on partage les règles d'une langue, on est tous français, etc., et d'une société, sauf que certains vont le comprendre d'une autre manière. Par exemple, si je prends un texte sur les chevaux, les gens qui n'ont jamais vu de chevaux ou qui n'ont pas fait d'équitation, etc., bon, ils vont le comprendre de manière descriptive. Mais la personne qui, lui, a un cheval ou fait de l'équitation, évidemment, va rajouter ses propres expériences là-dessus. Et donc, il va comprendre le texte d'une autre manière. C'est ces fameuses connaissances individuelles. Alors, ça, c'est important dans le cas des hypertextes que l'on a de plus en plus dans les documents électroniques. Parce qu'on a une lecture linéaire et non linéaire. Et la différence souvent que l'on a dans ces hypertextes-là, dans la lecture des hypertextes, c'est que c'est un bel outil, l'hypertexte, parce que ça permet de connecter tout un ensemble de pages sur un contenu, avec éventuellement quelques détails, etc.
Le seul problème, c'est que c'est un bon outil pour des gens qui ont déjà une connaissance préalable du contenu. C'est-à-dire pour des gens qui connaissent en gros un peu le contenu du texte et qu'ils vont lire avec l'hypertexte. On a fait des expériences avec des enfants qui connaissaient un domaine versus d'autres qui n'en connaissaient pas. C'est très très difficile de comprendre un contenu avec un hypertexte si on n'a absolument aucune connaissance. Pourquoi ? Parce que l'hypertexte, contrairement à la lecture linéaire, c'est le livre papier. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre ce que l'auteur a écrit, vous tournez les pages, c'est tout. Vous vous laissez guider. Dans l'hypertexte, c'est vous qui choisissez de cliquer sur un lien. Vous choisissez pas. Donc c'est vous qui choisissez le chemin de lecture. Et ce chemin de lecture, vous pouvez dire, je clique au hasard là-dessus, ça va m'envoyer sur un autre texte, et puis dans cet autre texte, il y a d'autres liens, je clique au hasard, etc. Et cela va provoquer ce qu'on appelle des niveaux de profondeur de lecture. Vous allez arriver, par exemple, au 4e niveau de profondeur. On part, je ne sais pas, moi, de la culture des tomates et vous allez arriver jusqu'en Amérique latine, puisque c'est parti de là, etc. Et puis ensuite, les révolutions, je ne sais pas, d'Amérique latine. Vous allez arriver à un niveau où vous avez perdu complètement le premier niveau d'où vous êtes parti. C'est ce qu'on appelle la désorientation, ça s'appelle plus comme ça, c'est la désorientation hypertextuelle. Oui, non, c'est plus le terme exact, mais je l'ai plus là, mais ça veut dire ça. C'est-à-dire désorientation cognitive. Merci. La désorientation cognitive. C'est-à-dire qu'on a perdu simplement le point de départ. On a digressé au fur et à mesure que l'on a cliqué sur les liens. On se retrouve, et puis on le fait souvent, parce qu'on se dit, ah tiens, c'est intéressant, tiens, je clique, pof, ah c'est intéressant, je clique, là. Et au point de départ, vous étiez où ? Qu'est-ce que vous vouliez comme contenu ? Vous avez tout perdu. Alors vous allez me dire, oui, mais on a des nouvelles informations, sauf que le cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau, il zappe pas. C'est comme du zapping à la télévision, là. C'est-à-dire que vous passez du coq à l'âne, c'est-à-dire vous passez d'un contenu à un autre contenu, même s'il a évidemment quelques relations au départ, et puis ensuite encore un autre contenu, puis à la fin vous n'avez plus du tout de relation avec le point de départ. Et une des capacités, peut-être même des propriétés essentielles, s'il n'y en a qu'une, c'est celle-là, de la compréhension, c'est la cohérence. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver la cohérence entre ce qu'on lit et ce qu'on a lu juste auparavant. Si on n'a plus cette cohérence, on ne comprend pas. C'est pour ça que des enfants, par exemple, ils ont des difficultés à l'école primaire. Quand on leur fait lire, ils savent lire, je ne parle pas du cours préparatoire, des cours ultérieurs, ils savent lire, mais quelquefois le contenu n'est pas du tout dans leur domaine de compétences. Ils n'ont pas du tout de connaissances préalables et donc ils n'arrivent pas à trouver la cohérence. Et puis, si on regarde encore une fois par rapport à l'histoire, sur le papier, qu'est-ce qu'on a comme... bien sûr, on n'a pas d'hypertexte. Mais ce que l'on peut avoir sur un livre, c'est du texte avec un encadré de ce texte. Mais on n'a pas un encadré d'un encadré. Ça n'existe pas. Et pour l'hypertexte, ça serait ça. Ça serait un encadré d'un encadré d'un encadré. On a des hypertextes avec 4, 5 niveaux de profondeur. Le cerveau, lui, il s'arrête à 2 niveaux de profondeur. Basta. Il n'ira pas plus loin. Donc au-delà, ça surcharge, c'est ce qu'on appelle une surcharge cognitive, ça surcharge inutilement le cerveau, de façon parce que le gars ne comprendra plus, ou surtout, si on est dans des phases d'apprentissage où on doit mémoriser, il n'apprendra pas tout ce contenu-là. Alors, un autre point, c'est pas le dernier, mais un autre point, c'est le point de la multimodalité. Alors je vous ai donné ce proverbe-là, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Pourquoi ? Parce que, imaginons qu'on a un texte, on rajoute le texte avec évidemment en même temps il est oralisé, donc on a 2 sources d'informations, puis un troisième où on met de la vidéo. On va se dire, le dernier niveau c'est mieux parce qu'il y a la vidéo, il y a le son, et en même temps il y a le texte. Donc du coup c'est une répétition, peut-être que ça sera mieux pour la mémoire, pour la mémorisation du texte. En fait, il y a eu des études menées à l'université de Rennes qui montrent qu'effectivement, c'est pas du tout le cas. Ces études, en fait, ils donnaient à des étudiants des graphiques comme ça, qui étaient... ils devaient comprendre ce qu'il y avait sur le graphique et on leur expliquait oralement. Et puis on leur donnait à un autre groupe d'étudiants, on leur donnait, c'est le groupe du milieu, là, le 2,
On leur donnait le graphique, on leur expliquait oralement, et en même temps, on leur donnait un petit résumé de ce qu'on disait. Et puis le groupe 3, à droite, pareil, graphique, oralisation, et en même temps, on leur donnait exactement par écrit ce que l'on disait. Eh bien, quelle est la meilleure condition? Vous pourriez dire, le 3, c'est complètement... vraiment, on a toutes les informations, mais sur 3 sources différentes. En fait, c'est justement le 3, et on voit les colonnes. Vous voyez, la première sur la mémorisation, la compréhension, la restitution. La première colonne, c'est la première condition en haut. Donc, c'est meilleur. La meilleure condition, c'est la condition où on a juste l'oralisation, donc la description orale du graphique, du diagramme, plutôt que quand on rajoute à la fois du texte, en résumé, ou quand on rajoute encore le texte entier. Pourquoi? C'est un effet de redondance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on rend l'information trop redondante, vous allez me dire, il en faut un peu pour la pédagogie, certes, mais il faut la dire d'une manière différente. Si on redonne exactement la même information, même si elle n'est pas de la même source, vidéo, son, etc., là, c'est l'information, toute l'information, c'est exactement ça. Ça tue complètement tout attrait. Donc c'est pareil pour la compréhension et la restitution. Là, il y a un autre exemple. Quand on essaie de voir, c'est ce fameux principe de cohérence dont je parlais. Imaginez que, donc on n'imagine pas, c'est une expérience où il y avait 75 collégiens et ils lisaient un texte qui décrivait l'action de la foudre à partir d'une animation. Et ils avaient 3 conditions. Donc il y avait un groupe qui avait, en même temps on leur expliquait, ils avaient un peu comme tout à l'heure la narration simultanée. Un deuxième, on leur disait, ils avaient la narration simultanée, puis en même temps ils entendaient le son de la foudre, et puis un troisième, et en même temps ils avaient aussi en plus de la musique. Résultat, très bonne mémorisation, ils devaient mémoriser dans les conditions 1 et 2, oui. Mais alors par contre, quand il y a la musique, là alors la mémorisation tombait nettement. Pour quelle raison? Simplement la musique, elle n'était pas cohérente avec le reste. Et on va voir un autre exemple après, justement sur cette question de musique, parce que souvent on me dit, mais oui, mais moi, ou moi-même, ou mes enfants, mes adolescents, ils travaillent beaucoup en musique. Ils lisent beaucoup en musique, énormément. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, c'est peut-être des stratégies, on apprend à travailler, et c'est peut-être quelque part bénéfique. Il y a une expérience faite par des Finlandais qui donnaient des textes à lire, et puis il leur disait, alors donc 4 groupes de lecteurs. Premier groupe, il leur donne la musique qu'ils préfèrent écouter. Il leur avait demandé avant quelle était la musique que vous préfériez. Deuxième groupe, il leur donne la musique, mais alors là, pas qu'ils aiment écouter, mais qu'ils détestent écouter. Troisième groupe, c'est un bruit de fond de bar. Pourquoi un bruit de fond de bar? Parce que les étudiants, souvent, ils vont travailler, notamment à Paris, ils vont travailler dans les bars, parce qu'il y a peu de place. Et quatrième groupe, c'est un groupe contrôle, il n'y a rien, il n'y avait que le texte. Et vous voyez les colonnes rouges qui apparaissent, on a une différence, bien sûr. Donc, ils comprennent, c'est le taux de compréhension, plus c'est haut, plus ils comprennent bien mieux de la condition silence, évidemment que la condition détester, ça c'est clair. On a fait une expérience aussi récemment sur la même chose, mais nous on enregistrait les mouvements des yeux, notamment le diamètre pupillaire. Le diamètre pupillaire, c'est intéressant pour nous parce que c'est un indicateur du stress, de la charge cognitive, c'est ce qu'on appelle le système végétatif sympathique. C'est comme le cœur, comme les poumons, etc. Ça réagit directement au stress. Et c'est intéressant parce que là aussi, on donnait... là, les conditions, je croyais que je les avais mises avant, mais on donnait à lire en fait des textes. Il y avait plusieurs conditions. Les textes étaient lus soit avec une musique parlée, c'est-à-dire imaginer du Brassens, imaginer du Brel, c'est-à-dire on entend et on comprend les paroles. Donc, comment je l'ai appelé? Musique plus parole, voilà, c'est ça. Un deuxième groupe, ils avaient uniquement la même musique, mais instrumentale, sans les paroles. Et troisième groupe, silence. Regardez les colonnes rouges, donc ça, c'est par contre, c'est ce qui est le moins bien, c'est-à-dire que le nombre de fixations, c'est le graphique de gauche. Plus il y a de fixations, moins, dans ce sens-là, ils comprennent, plus ils ont de difficultés à comprendre. Et sur le diamètre pupillaire qui est à droite, chaque fois qu'il y a la musique que je rajoute à la lecture, à la compréhension de texte,
ça rajoute effectivement du stress. Ça rajoute, en fait, là, c'est pas du stress, c'est de la charge mentale. C'est-à-dire, ça rajoute effectivement des difficultés pour comprendre le texte. Donc, vous avez des adolescents, il faudra leur dire que peut-être que de temps en temps, il faudrait mettre les haut-parleurs de côté, quoi. Surtout quand il y a une tâche difficile à faire. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le web ? Sur le web, on a donc la seule différence que l'on peut... la seule différence, une des différences essentielles, c'est que sur le web, il y a des choix, il y a des décisions qui doivent être prises, notamment parce qu'il y a des liens, on doit cliquer sur des liens. Et là, on a une loi qui est connue, c'est la loi de Hick. C'est le temps qu'il faut à un utilisateur, vous la lisez comme moi. Ce temps augmente en fonction du nombre de choix qu'il doit prendre. Et sur un texte, encore une fois, sur papier, vous n'avez pas de choix. Enfin, le seul choix, c'est vous tournez la page ou vous fermez le livre, etc. C'est tout. Ici, vous cliquez ou pas sur les liens. Et vous vous dites, mais est-ce que je clique, est-ce que je ne clique pas ? Et comme souvent, il y a plusieurs liens, chaque fois, ça accroît aussi la décision. On le voit ici quand on fait des coupes du cerveau. Quand on fait des coupes du cerveau, c'est exactement la même chose. On voit ici, par exemple, une tâche de lecture sur la colonne de gauche. Au centre, une tâche uniquement de recherche. On recherche une information sur Internet. Et puis, sur la ligne en haut, ce sont des gens qui ont peu l'habitude d'utiliser Internet. Ce n'est pas des novices en lecture, c'est simplement des gens qui utilisent peu Internet. Et sur la ligne du bas, ce sont des gens qui sont experts dans l'utilisation d'Internet. Et en fait, ce qu'il faut regarder ici sur ces graphiques, c'est le dernier graphique en bas à droite, où on voit que les zones qui sont les plus activées, c'est celle-là, c'est la zone en fait du front, on appelle ça les zones frontales, qui sont des zones de prise de décision. Parce que sur Internet, effectivement, on a beaucoup plus de prise de décision. Vous voyez bien que le cerveau est beaucoup plus activé dans cette condition-là que dans la condition sur la lecture. Alors là, on va passer là-dessus. Là, c'était pour vous montrer simplement l'effet. Il y a eu des expériences sur l'effet de la publicité. Et là aussi, on se dit, mais est-ce que la publicité qui apparaît sur un texte, maintenant on lit beaucoup sur Internet, est-ce que l'effet de la publicité permet de perturber simplement la lecture et la compréhension ? Effectivement, ça a été montré là aussi par des Finlandais, et ils montrent qu'on a beaucoup plus de fixation lorsqu'il y a des publicités, notamment la publicité lorsqu'elle est disposée sur la droite, mais c'est surtout cette publicité, elle perturbe le début, c'est-à-dire les premières phases que l'on a lorsqu'on arrive sur un nouveau texte. Les 4 ou 5 premières fixations, en fait, ça perturbe cela. Alors ça, regardez, là, ça va être la récréation, ce sont des attentions, et simplement pour vous montrer que l'attention qu'on appelle, les psychologues parlent d'attention distribuée versus focalisée, l'attention distribuée est plus l'attention que l'on a sur Internet, plutôt que sur le livre. Voilà un test qu'on fait sur des... En fait, bon, peu importe le son, c'était pas... En fait, vous devez compter combien est-ce qu'ils font de passes, l'équipe blanc, là. Vous comptez combien ils font de passes. Vous ne voyez pas, là ? Ah, ça, c'est pas de ma faute. Voilà, comme ça. Donc, vous comptez, puis après, ils vont vous demander les résultats, combien. Alors, ils en ont trouvé 13, absolument. Mais est-ce que vous avez vu l'ours qui passait au milieu ? Alors, vous allez voir. Hyper connu, c'est une publicité en fait. Vous voyez, il est là au milieu. Simplement, votre attention était occupée par le comptage des passes, des passes de ballon entre les blancs. Évidemment, vous ne voyez pas ce qui se passe. C'est exactement pareil ici. J'ai une autre vidéo. C'est quelqu'un qui demande son chemin à un autre, et puis la personne lui commence son indication,
et puis arrivent en fait deux compères qui passent au milieu, puis il y a substitution d'une personne, et puis il dit... et ça ne pose aucun problème, évidemment. Donc vous voyez bien, on ne va pas tellement regarder les gens qui nous renseignent, mais là c'est vraiment... le gars était lancé dans son explication, il continue son explication, peu importe qui arrive. On a fait ça aussi avec une dame, donc à la place d'un homme, c'est une dame qui vient, bon, c'est pareil. Hein. Alors, la dernière partie donc, de cette conférence, c'est simplement quelque chose d'intéressant sur la mémoire. C'est est-ce qu'on va mémoriser? Souvent on me pose la question, est-ce que du coup les enfants qui maintenant sont comme on appelle souvent les digital natives, ces fameux enfants qui seraient nés avec l'ordinateur, du coup développent beaucoup plus effectivement des capacités, et puis même le cerveau quasiment, des structures cérébrales qui seraient plus efficaces que nous, enfin, ou les personnes d'un certain âge. Bon, certes, on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Alors, ça, c'est simplement pour vous montrer que le livre, le document, agit comme une mémoire externe. Alors simplement, ici, je vous ai présenté une tortue, ou ça pourrait être une crevette ou n'importe quoi. C'est pour vous dire qu'il y a des êtres vivants sur Terre qui ont développé des choses externes. Là, ce sont des squelettes. Nous, on n'a pas le squelette externe, où il est à l'intérieur. Mais nous, ce qu'on a développé, c'est la capacité de projeter nos connaissances qui sont dans le cerveau, que personne ne peut voir. Elles sont dans mon cerveau, elles sont dans le vôtre, etc. Mais on peut les voir à partir du moment où on les jette sur papier, c'est-à-dire à partir du moment où on les écrit. Et ça permet de faciliter la tâche, justement, de se retrouver une information. Donc nous, ce qu'on a développé, c'est effectivement la mémoire externe. Ça, c'est une capacité humaine. Et alors, on s'est posé la question, on s'est dit, enfin, une équipe d'Américains, il y a un an, ils se sont dit, est-ce que du coup, de fait d'avoir toute l'encyclopédie à portée de clic, où qu'on soit sur Terre, de toute la connaissance du monde, du coup, ça va améliorer notamment cette mémoire externe, parce que la mémoire externe, elle est beaucoup plus grande que la simple bibliothèque qu'on avait avant. Ils ont fait une expérience dans laquelle ils ont posé des questions, avec des questions difficiles, des questions faciles. Vous voyez des exemples de questions difficiles, des questions faciles. Et puis, ils demandaient ensuite à ces lecteurs de repérer dans des mots qui étaient écrits en rouge et en bleu, c'est ce qu'on appelle un effet Stroop. Mais ces mots, ce qui nous intéresse ici, c'est que ces mots étaient liés à Internet, Google, Yahoo, etc., ou des mots qui n'avaient rien à voir avec Internet, table, chaise ou livre, peu importe. Et l'idée, c'était que lorsque les mots étaient liés à Internet, en fait, cela provoquait l'accès à ces mots. Cela provoquait l'accès lorsque, notamment, les phrases étaient difficiles. L'idée sous-jacente, c'était de se dire, je dois répondre à des questions qui sont vraiment très difficiles. Hein. Regardez, est-ce que tous les pays ont au moins de couleurs sur leur drapeau? C'est pas évident. Il y avait aussi une autre question, est-ce que le Nicaragua a la même superficie que le Danemark? Moi, j'en sais rien. Mais l'idée, c'était de se dire, ah, mais comme je n'ai pas la réponse, la solution, ça serait peut-être d'aller la chercher sur Internet. C'est ça, maintenant, ça sert à ça, Internet. Ça sert d'aller rechercher l'information. Alors voilà le résultat. Effectivement, il montre que les mots, après les questions difficiles, les mots liés à Internet sont traités plus longuement. Et effectivement, c'est un effet de cet Internet. C'est l'idée qu'effectivement, c'était des étudiants qui utilisaient beaucoup l'Internet, notamment les encyclopédies en ligne. Effectivement, ils avaient plutôt tendance à penser tout de suite à l'Internet, même s'ils n'y avaient pas accès. Ils ont fait une autre expérience. Ils se sont dit, mais est-ce que la mémoire externe, ce qui est important maintenant, ce n'est pas tellement de mémoriser le contenu d'une information, mais plutôt de mémoriser où est-ce qu'elle est. Puisque d'ailleurs, c'est ce qu'on développe là sur Internet, on développe des favoris, des marque-pages. Ça sert à quoi? Ça sert à retrouver une information parce qu'on trouve qu'elle est intéressante et que du coup, quand plus tard, quand on doit y revenir, eh bien, tout de suite, je clique sur mon favori et puis j'ai cette information-là. Et maintenant, avec mon smartphone, que je sois à Miramas, à Nice, à Paris, c'est pareil. J'aurai exactement toujours accès à cette information.
Alors, ils ont fait donc une autre expérience, ils ont fait lire des textes, et puis, enfin, des phrases. Là aussi, ils leur demandaient ensuite de mémoriser ces phrases et ensuite de les rappeler, vous voyez, rappeler les phrases, le plus de phrases possible pendant 10 minutes. Et puis, ah oui, j'ai oublié une condition, ils avaient dit d'écrire ces phrases-là dans des répertoires de l'ordinateur. Et un groupe d'étudiants, ils leur ont dit, vous savez, l'ordinateur, c'est quelque chose vraiment de solide. Vous êtes sûr que si vous stockez l'information sur l'ordinateur, ça y sera ad vitam aeternam, vraiment, vous pourrez le retrouver, il n'y a pas de souci. Un autre groupe leur ont dit, vous savez, si je retire la prise électrique de l'ordinateur, vous perdez tout. Hein. Vraiment, donc, peut-être qu'il faudrait essayer de mémoriser vous-même, quoi, en fait, c'est ça que ça veut dire. Voilà le résultat. En fait, il se rappelle surtout du contenu, il se rappelle surtout du lieu. Hein, ça, c'est le taux de proposition rappelée. Donc, plus la colonne est grande, plus il se rappelle de phrases. Et les étudiants, en fait, ils se rappellent surtout de l'endroit où ils ont mis l'information, c'est-à-dire des répertoires où ils ont stocké ces phrases-là, plutôt que le contenu en soi. Parce qu'ils se disent, surtout pour le groupe, encore une fois, à qui on a dit, vous savez, l'ordinateur, c'est sûr, il n'y a pas de souci, vous retrouverez l'information comme vous voulez. Et dans ce cas-là, ça pose un autre problème, c'est-à-dire effectivement, est-ce que du coup cet outil-là qui est magnifique, ça change de stratégie, ça permet de développer de nouvelles stratégies, mais est-ce que c'est toujours des stratégies qui sont pour autant positives, dans le sens que est-ce qu'on n'aura pas toujours besoin quand même d'un certain contenu? Est-ce qu'on a toujours accès, avec des réseaux électroniques où que l'on soit sur Terre, à toutes ces informations? Et le jour où on n'en a plus, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'était un peu l'idée, la réflexion derrière. Alors, je termine avec ça. Bon, maintenant, bien sûr, vous connaissez les tablettes. Alors, l'écran, bien sûr, des différentes tablettes. Alors, des tablettes de type iPad rétroéclairées, des tablettes non rétroéclairées de type encre électronique. Bon, l'encre électronique, je vais passer là-dessus. Hein, c'est juste des petites particules qui sont dans des sortes comment appeler, de vésicules en fait qui sont sur les écrans et ça s'appelle des pixels, mais ça c'est pas des pixels en fait, c'est juste des substances chimiques de blanc et de noir et elles sont polarisées, c'est-à-dire quand je lance un courant électrique positif, c'est les blanches qui apparaissent en surface, quand c'est négatif, c'est les noirs qui apparaissent en surface et c'est pour ça que jusqu'à l'heure actuelle, on n'avait que des tablettes type encre électronique en noir et blanc. Alors maintenant, on sait faire des filtres en couleur, elles deviennent en couleur, mais l'avantage de ces substances-là, c'est qu'une fois qu'elles sont placées, je veux dire, on n'a pas besoin de les rafraîchir, elles y sont. C'est comme du papier, quoi. C'est comme de l'imprimerie. Et donc, du coup, c'est d'une stabilité parfaite. Et la lecture est vraiment comme pour le livre. Hein. Quand je parle de Kindle, de Kobo, ou ce que vous voulez, de ce procédé-là d'encre électronique, vraiment, la lecture est d'une qualité aussi bonne que celle du livre. C'est pas du tout pareil pour l'iPad. Alors, bien sûr, on a d'autres avantages. On a des avantages notamment de posture. Bien sûr, on peut lire dans n'importe quelle position. Est-ce pour autant une avancée? Je ne sais pas. Mais ça, on a montré qu'effectivement, vous voyez bien, est-ce pour autant une avancée dans l'évolution de la posture? J'en sais rien. Mais on a montré, en fait, donc des expériences ont montré que on avait des risques de TMS et des troubles musculo-squelettiques beaucoup plus sur la tablette que sur l'ordinateur, tout simplement parce que la tablette, en fait, quasiment, on la tient toujours un peu comme ça. Et puis, en fait, on a le cou qui est rigidifié, en fait, assez. L'avantage, c'est la dernière ligne en bas, l'avantage de la tablette, c'est qu'en même temps, on peut changer de position. Alors, je posais la question la semaine dernière à un ergonome, en lui disant, mais quelle est la meilleure position de la tablette? Il m'a répondu, c'est la prochaine. C'est-à-dire que c'est chaque fois, quand je change de position, c'est la prochaine position. Parce qu'effectivement, au bout d'un certain temps, quand on est comme ça, on fatigue, alors on se met du coup comme ça, on change de position. Mais c'est des adaptations, ça. Voilà, j'ai terminé.